Bonjour tout le monde, comment allez-vous et bienvenue dans la critique analyse de ce chapitre légendaire, le chapitre 1084, dont le titre est le suivant, Tentative d'assassinat sur un dragon céleste, chapitre que j'ai absolument dévoré et qu'est-ce que j'ai kiffé, mon dieu, mais ça fait tellement longtemps que je n'avais pas lu un chapitre en étant stoïque. Je l'ai lu et je bloquais sur des pages, je bloquais sur des informations. Je me disais, mais merde! Putain, il ne m'a pas menti, Oda! Il a pas menti! On a enfin des révélations, on a enfin des trucs! On a des liens, il est trop fort! Il nous fait des liens dans la politique de One Piece, vieux de plus de 20 ans, et il nous fait des liens avec des familles, c'est un délire! C'est un délire! C'est absolument incroyable! Il faut le dire, sur ça, Oda est vraiment très fort, et ce chapitre, mon dieu qu'il est réussi. Comme d'habitude, on va le prendre page par page, je vais vous donner mon avis sur les plus grosses choses qu'on voit début, milieu, fin de chapitre. Je me doute que vous avez hâte de savoir mon avis sur ce qui se passe en milieu et fin de chapitre. Mais on commence d'ailleurs ce chapitre et cette critique par parler de Sabo et Bonnie qui vont se retrouver en plein cœur de Marijois, étant donné qu'il n'y a rien de surprenant. En réalité, on savait déjà que Sabo y était, mais aussi que Bonnie y était, étant donné qu'on le savait qu'elle était sur Marijoise et sur la Terre Sainte au moment de la rêverie. Donc il n'y a rien de surprenant à les voir se retrouver et s'entraider, se grouper, on va dire, étant donné que les deux ont un lien avec Kuma. Kuma est un très bon ami à Sabo, est un révolutionnaire dans la même armée que Sabo, et Kuma est aussi le père de Bonnie. Donc le lien fait sens en réalité très directement. Mais ce qui est le plus intéressant, en réalité, c'est de se rendre compte que Kuma, il semblerait, ait déjà parlé aux révolutionnaires du fait qu'il est une fille. Donc est-ce que les révolutionnaires sont au courant du flashback de Kuma, là où Bonnie ne l'est pas? Ça, on se demande. On voit aussi que Bonnie, dès la rêverie, elle avait l'intention de rejoindre Vegapunk pour rendre la mémoire et pour lui demander de rendre sa mémoire à son père. Intéressant aussi, ça veut dire que c'était prémédité qu'elle se retrouve là-bas en fait, mais qu'elle a eu une chance de fou d'être sauvée par les Mugi parce que sinon elle aurait foiré sa quête de rencontrer Vegapunk, trouver Vegapunk et pouvoir le confronter pour rendre la mémoire à son père. Donc heureusement que les Mugi l'ont sauvé. Très intéressant de voir que Karasu, avec un corbeau de suie, vient récupérer les clés des esclaves et donc de Kuma auprès de Sabo. D'ailleurs, ils vont se donner quelques petites informations. C'est assez cool, je trouve ça assez fort, étant donné que pour la discrétion, l'infiltration ou la remise d'informations, je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment Karasu a une maîtrise très poussée de son fruit. Donc j'aime beaucoup. Et derrière, surtout, quelque chose de très important, et c'est ce qui va permettre, je pense, à Sabo de chercher cette fameuse salle légendaire et cette salle, comme il appelle les gardes de Marijois, la légendaire chambre fantôme. C'est tout simplement qu'on voit que Sabo et Bonnie se sont cachés. J'ai d'ailleurs adoré ce plan avec une contre-plongée avec Sabo qui tient Bonnie sur les gardes de Marijois, qu'il faut une réflexion toute conne, c'est de se dire, mais mince, là où nous sommes, il devrait y avoir des gardes, et ils ne sont pas là, où sont-ils passés? Et un garde lui dit, mais tu ne peux blâmer que, à ton avis, qui tu peux blâmer? Moi je sais, c'est qu'ils ont dû voir la légendaire salle fantôme, ils ont dû voir la légendaire chambre, ou alors ils ont dû voir quelque chose dans la chambre, et donc ils ont disparu comme tous ceux avant, et comme tous ceux qui la verront. Et en fait, ça intrigue Sabo. Et ça nous intrigue aussi, parce que, en fait, ça nous intrigue, non pas vraiment, on suppose et on sait, c'est sûrement parce que en voyant la chambre fantôme, ils voient Im ou ils voient l'interdit et donc ils sont punis et tués, hein, parce que c'est réellement ça qu'il faut le voir. Bien sûr, après on les voit se séparer, se rediriger. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez étrange, étant donné que pour moi, Sabo a dû voir ce qu'on verra après avec Cobra et Im, mais pourtant on a une case où on le voit de nouveau dehors Marijois et guider entre guillemets Bonnie et lui dire on va pas dans la même direction, Egghead c'est par là et nous on va par là. Enfin bon, assez intéressant d'ailleurs de voir Bonnie qui lui dit tout simplement de bien s'occuper de son papa quand on sait qu'il est reparti grimper Redline. On se pose des questions, hein. Mais surtout derrière, et vous êtes là je suis sûr pour m'entendre parler de cette partie du chapitre les amis, la rencontre entre Cobra et les 5 doyens devant le trône. Mon Dieu, mais les frissons et les frissons avec la discussion qu'ils ont. Il a une discussion auprès des 5 doyens par rapport
au siècle oublié par rapport aux 800 dernières années, et il nous parle des 20, mais qu'il n'était que 19, de l'importance du trône vacant par rapport au fait de ne pas avoir de dictateur sur ces 20 familles de base, et il nous apprend que dans la famille Alabasta, il y a une reine, la reine Lily, de la maison Nefertari, qui n'a pas, malgré le fait d'être une fondatrice, n'a pas prêté serment devant le trône vacant. Qu'est-ce que cela permet? Bien évidemment, on peut essayer de faire un lien avec Im. On peut se dire, Im n'est tout simplement que Lily, qui aurait pas mis son sabre devant le trône vacant, donc il aurait pu se garder l'opportunité et la liberté de soumettre les 19 autres familles, parce que c'est un peu ça en réalité que nous apprend Cobra, c'est que il dit ce qu'il sait aux 5 doyens en leur disant, ben voilà, moi je sais, il y a 800 ans, les 20 familles dont la mienne se sont unies devant le trône vacant pour planter une épée et dire on ne le revendique pas pour pas qu'il y ait une famille au-dessus de l'autre, sauf que la sienne ne l'a pas fait. Et donc c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qu'on apprend? On apprend le nom d'une personne, d'une fondatrice vivante du siècle oublié, appartenant à la famille de Vivi, à la famille de Cobra, du royaume Alabasta, royaume où il y a une arme antique. On peut faire des liens, se dire c'est étrange. Wano Kuni, pays qui n'est pas affilié au gouvernement mondial et qui n'a pas voulu. Arme antique sur Wano Kuni. Alabasta, pays où une reine, il y a 800 ans, la fondatrice des Dragons Célestes, a refusé de s'associer à eux, même de se soumettre au trône vacant et à une possible arme antique. On peut faire des liens, on peut imaginer des choses. C'est super cool en fait ce dialogue. Il permet de s'imaginer beaucoup de choses. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que les 5 doyens, ils écoutent, mais il va loin, Cobra. Il faut on voit qu'ils n'aiment pas ça. C'est très silencieux, ils sont très à l'écoute. Mais derrière, surtout quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va dire, écoutez, moi, en plus de savoir ça et de vous en parler, j'ai parcouru les textes. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut essayer peut-être possiblement de faire un lien avec Im, même si je n'y crois pas. J'ai parcouru les textes les textes anciens de mon royaume, les textes de cette époque-là que vous n'avez pas pu supprimer. Vous n'avez pas pu les supprimer parce que il a une affiliation. Ce qu'on se rend compte, c'est que même si Lily, donc prenons l'histoire d'Alabasta, Lily ne s'est pas soumise au trône vacant, elle a fondé le gouvernement mondial, mais elle n'a pas voulu se soumettre au trône vacant. Elle serait retournée, soi-disant, dans son royaume. Et du coup, par la même occasion, elle aurait protégé les informations. Sauf que ça le met en danger, forcément, parce que le peu de fois où on a vu des gens avoir des informations du siècle oublié, ils sont morts. Bref, Clover, la maman de Robin et tout le peuple de Warren. Et en ce moment, Vegapunk qui va sûrement se faire assassiner et risque de mourir parce qu'il a appris des choses du siècle oublié. Donc imaginez-vous Cobra qui parle de ces choses-là en direct avec les principaux concernés. Je sais pas si on se rend compte. Et donc, il leur dit, mais moi dans mon royaume, j'ai épluché des textes qui ont 800 ans. Et c'est marrant, mais jamais son nom n'est mentionné. C'est marrant parce que c'est drôle parce que elle ne devrait pas, ça devrait pas être le cas parce que vous auriez pas dû avoir autorité sur ces papiers. Non, en fait, c'est intriguant. Et en fait, ça met des froids de ouf. C'est-à-dire que il dit, mais voilà, bah du coup, moi, ma supposition, c'est qu'elle n'est jamais rentrée à Alabasta, hein. Et en fait, moi directement, en fait, j'apprends qu'il y a eu elle, qu'il y a eu la reine Lily, qu'elle a été fondatrice du gouvernement mondial, mais elle serait jamais rentrée à Alabasta. Donc il y a un problème. Donc même si c'est vous qui avez supprimé son nom, pourquoi l'avoir supprimé? Et en fait, c'est super intéressant, c'est comme ça qu'il faut lire la chose. Donc il leur demande, il leur dit, bah alors c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui est advenu de cette reine? Et là, on se rend compte que lorsque un doyen, nul autre que Saturne, va répondre à Cobra, on se rend compte que Im Sama écoute la discussion via un Denden Mushi dans la salle fleurie, qui est sûrement la chambre légendaire, j'ai plus le nom exactement qu'on a vu en début de chapitre. Et il lui dit que tout simplement, eh bien, c'est vrai, parmi les 20 familles fondatrices du gouvernement mondial, seule ta lignée n'a pas voulu s'installer ici. Et nous, on pense qu'elle est bien retournée dans son pays malgré cette décision, mais on n'a pas de détails, et son voyage ou ses motivations, mais on ne sait pas ce que c'est devenu, et en fait, on n'en sait rien, quoi. Est-ce qu'ils mentent ou est-ce qu'ils disent vrai? Ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Ou est-ce qu'ils mentent parce qu'ils savent que Im les écoute? C'est possible aussi. Il faut quand même se souvenir que eux-mêmes ont une autorité au-dessus d'eux, c'est Im, et
On voit bien que Im les écoute, donc est-ce qu'ils le savent et ne le disent pas à Cobra parce qu'ils se savent écouter? Est-ce qu'ils ne le savent tout simplement pas? Ça, on peut pas savoir. Chacun va se faire son avis. Moi, je pense qu'ils sont francs et qu'ils n'en savent rien et que c'est quelque chose peut-être qui a été ellipsé vraiment, peut-être même par Im. Et là, Cobra, sorti de nulle part, après nous avoir parlé d'une reine exceptionnelle, une reine fondatrice du gouvernement mondial, la reine de l'époque d'Alabasta et de sa lignée, son ancêtre, fondatrice du gouvernement mondial avec les 19 autres, il nous demande la signification du dit et il met encore plus les doyens dans une situation plus que perplexe, plus que compliqué et plus que complexe. Et d'ailleurs, il leur dit, bah attendez, je vous pose cette question parce que un doyen, celui avec le sable, lui dit mais pourquoi tu nous poses cette question, Cobra? Et il dit bah en fait, je vais vous dire la vérité, c'est qu'en fait, parmi nous, les souverains d'Alabasta, on se remet une lettre de génération en génération, rédigée par cette reine, rédigée par Lily, et dans cette lettre, elle doit en faire écho en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'il dit, eh ben, on a une petite lettre qui a été rédigée par Lily. Et on l'a tous lu en fait. Et donc on peut par cette occasion, parce que je pense que Cobra sait très bien qu'il se met en danger à aller aborder de tels sujets auprès des doyens. Il sait qu'il se met en danger, donc on peut supposer que Vivi l'a lu. On peut le supposer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. C'est-à-dire que quand il dit on se la transmet d'une génération à l'autre, il se sait vieux, il se sait malade, il sait que là, il va rencontrer la plus haute instance connue par les gens du gouvernement mondial, qui va leur parler de sujets qui ont déjà tué Ref Ohara et connaît ce qui s'est passé à Ohara. Je pense que Vivi est au courant de ça. Et ça fait écho, c'est que imaginez Vivi qui va parler de ça à Luffy. Bon, c'est des suppositions. Donc très intéressant. Derrière, paf, on se dit mais merde, oh sinon, Oda, tu peux pas nous faire ça. Il repart sur une scène avec Shirahoshi où on voit Kuma, ce pauvre Kuma qui tout simplement la maîtrise. Et encore ce salopard de Saint-Charlos là qui veut attraper et il ne veut pas, il veut Shirahoshi, il veut pas en démordre, il veut une sirène géante. Et on voit tout simplement que les rois qui étaient possiblement prétendants ou les princes prétendants à Shirahoshi sont des lopettes, des saloperies, hein. C'est-à-dire que ils sont en mode bon, de toute façon elle veut pas de nous, elle n'acceptera pas nos demandes en mariage, on n'a rien vu, on se casse. Sauf que tout simplement son frère Fukaboshi et ses deux autres frères ne l'entendent pas comme ça et ils vont attaquer un dragon céleste. On va d'ailleurs voir forcément le défendre, sauf que on a tout simplement Mjosgard qui va le stopper et lui dire mais attends, ne mets pas en danger ton pays, ne fais pas ça, il y a des gens ici qui peuvent faire ce que tu veux faire et ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce que ils ne sont liés à aucun royaume, parce que ce sont des pirates et ça fait un superbe écho avec le roi des pirates. Pourquoi le roi des pirates est l'homme le plus libre? Pourquoi Luffy, rappelez-vous Sabaody quand il parle à Riley, il lui dit mais je veux pas dominer le monde, moi je vais être roi des pirates pour être l'homme le plus libre du monde. Parce que quand tu es un pirate, même si tu es le roi des pirates, tu es le roi de personne, tu es le roi de la mer, mais sauf que la mer c'est une étendue infinie, il y a pas de limite, il y a pas de restriction. Là où les rois de pays, il faut qu'ils fassent attention, parce qu'il représente quelque chose, alors que le roi de la mer, le roi de l'océan, il ne représente, c'est tellement l'infini qui prend aucun risque. Et donc là, on a tout simplement deux commandants de flotte de Luffy, dignes de leur chef, dignes de leur capitaine, on peut le dire comme ça, dignes de leur capitaine, que ce soit donc Sai ou Léo, qui fracasse Saint-Charlos avec une attaque marteau-queue et vrille du dragon. J'ai trouvé la plastique incroyable. J'avais pas totalement compris la première lecture, l'attaque de Léo. Autant l'attaque de Sai, j'avais compris qu'il avait fracassé avec un coup de haki de l'armement, bam, sur la tête, mais je comprenais pas Léo. Et en fait, Léo, avec son haki de l'armement sur sa queue, blam, il met une giga calbotte, la bam, sur la tête de Charlos. Et c'est super violent. Je trouve ça hyper violent. Et je trouve ça hyper incroyable parce qu'on se rend compte que, souvenez-vous de Sabaody, pour faire un parallèle, Sabaody, Luffy pour sauver, comment elle s'appelait, cette petite sirène,
Bon, pour sauver la sirène, j'ai plus son nom, excusez-moi, vous me le direz en commentaire. Il n'a en aucun moment hésité à frapper un dragon céleste, à frapper Saint-Charlotte, et on se rend compte que sa flotte, et bien c'est pareil. Un dragon céleste s'attaque à un ami de Luffy et un ami à nous, mais on te défonce, on n'a pas peur en fait. On fait partie de la flotte du plus grand pirate de la et du futur roi des pirates. On n'a pas peur. Et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en plus derrière, il y a Mjosgard qui dit « Ouais, non, mais si vous faites un truc, vous inquiétez pas, je vous couvre. » Mais en fait, il prend des risques de fou, Mjosgard. C'est incroyable ce dragon céleste. À quel point il a changé sa vision des choses. À quel point son esprit s'est ouvert grâce à l'amour de la mère de Shirahoshi et grâce à la protection, au fait qu'elle l'ait sauvé, Mjosgard. Enfin, moi, je trouve ce parallèle encore magnifique parce que ça fait référence à l'arc des hommes poissons que beaucoup d'entre vous se souviennent épisode par épisode et n'avaient pas aimé. Mais sauf que quand tu le vois d'une traite aujourd'hui, regardez de nouveau l'arc des hommes poissons, c'est incroyable tout ce dont ça parle, du racisme, etc., discrimination, etc. Et bien là, ça fait encore référence à ça. C'est encore une ouverture d'esprit de Mjosgard qu'on avait déjà vu il y a quelques années lors de la crèverie, mais encore une fois on le voit. Et moi, je trouve ça vachement beau. Et j'ai trouvé la plastique de l'attaque incroyable. Est-ce que, au vu du titre, tentative d'assassinat, est-ce qu'il est mort? On est dans One Piece, donc possiblement il n'est pas mort. J'aimerais quand même qu'Oda le fasse mourir. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur deux attaques simultanées, un combo d'attaques de deux capitaines de la flotte de Luffy avec une attaque avec du haki de l'armement. Sur un dragon céleste qui n'est pas entraîné, qui n'a aucune résistance, qui n'a pas de haki de l'armement pour se protéger, qui a rien, pour moi il doit mourir. Sinon, pour moi il y a un réel problème. Maintenant c'est One Piece, voilà, Oda, c'est complexe de suivre les morts d'Oda parce qu'il y a des moments où en fait il ne le montre pas, mais via les guerres, via des trucs, on sait qu'il y a énormément de morts, et des moments où des plastiques qu'on nous montre et qu'il nous dessine, les gens devaient mourir et ils meurent pas. Donc compliqué à savoir, surtout avec tentative d'assassinat, mais moi je vais partir du principe qu'il est mort. Et derrière, on voit tout simplement le moment où Kuma va se faire capturer par Morley, qui va sortir du sol et dire « Arrêtez de vous acharner sur Kuma, laissez-le, il faut que tu arrêtes d'écouter les ordres, on va rentrer à la maison. » Il est en pleurs de voir Kuma être obligé de faire ces choses, être à ce point dans le mal. Et on voit derrière, du coup, je vous en parlais au début de cette critique, le corbeau qui avait vu Sabo de Karasu qui amène les clés à Morley. Donc Morley va avoir les clés pour libérer Kuma. C'est ouf comment il fait trop bien les liens. Et derrière, le dessin en bas de cette page, on voit, mais c'est pour ça que je dis comme pour moi Charlos est mort, c'est que Oda a juste fait un gribouillis. Tellement ils l'ont écrasé. Son corps, c'est... Ils l'ont implosé, je n'ai pas les mots. Donc pour moi, il est mort. Mais je peux me tromper. Et derrière, la page finale. Avec Im qui arrive. Et là je peux mettre mes cheveux comme ça en mode what the fuck. Mais bordel, mais what the fuck. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'on voit la panique, on voit les 5 doyens qui se disent mais putain, mais elle a pas capté que Cobra est encore là. Mais grand Im, le roi Cobra, il est encore là en fait. Et là on voit Im qui, en regardant Cobra, dit Lily. Donc est-ce qu'elle connaît Lily? Est-ce que c'est Lily? Est-ce que c'est la fille de Lily? Qui est Im? Qui es-tu? Est-ce que tu étais là il y a 800 ans? Est-ce que tu as accès à des choses que même Cobra n'a pas eu via les documents de sa famille? Qui est Im? Qui est Im qui vient de s'asseoir sur le trône devant Cobra sans aucun souci? De toute façon, on le sait, elle va le tuer à partir du moment où, en plus d'avoir abordé ces sujets avec les 5 doyens, et maintenant en plus d'avoir vu Im directement, on sait qu'il est mort. De toute façon, on sait qu'il est mort, mais... Ah, les frissons, bordel de merde, mais qui est cette personne? C'est un délire. Alors, j'ai très peur de truc, c'est que Oda est un petit filou, a adoré nous mettre des ombres pour ensuite faire des chara design complètement loufoques. Il l'a fait avec les Numbers, il l'a fait avec plein d'autres personnes. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, je vais le dire comme ça, j'ai l'impression qu'Im-sama est un enfant. J'ai l'impression que la couronne est très grande, que la cape de Im est très longue, mais j'ai l'impression que sa taille, elle est très petite. Est-ce que Im serait une enfant cachée de Lily? Hypothèse, hein. Mais mon idée, est-ce que ça serait une enfant cachée de Lily qui du coup
quand elle a vu Vivi, s'est dit, elle ressemble à ma maman, raison pour laquelle, souvenez-vous, la page où on la voit barbe noire découpée, le fil découpé, elle tient la page de Vivi. Mais qui en fait, contrairement à sa mère, elle serait revenue sur Marie-Joise et aurait instauré son autorité sur les 19 autres familles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la famille Néfertari, traître, comme l'ont déjà dit les 5 doyens, aurait, en aurait découlé le règne du coup du frère, je crois que c'est ça, je crois que c'est le frère de... donc son jeune frère qui aurait pris la suite de Lily, là où sa fille est successeuse directe au trône donc de Alabasta, l'aurait renié, aurait dit je vise plus haut, et serait revenu à Marie-Joise en disant je suis Im Nefertari et je serai votre reine. Et je serais assis sur le trône et aurait instauré son autorité. Est-ce que on pourrait dire même qu'elle a cette apparence de petite fille parce qu'elle aurait forcé un utilisateur du Ho'oponopono à lui donner la vie éternelle, ce qui en ferait une petite fille qui n'aurait jamais grandi, qui n'aurait jamais vieilli, mais qui serait éternelle, immortelle, et qui aurait vu peut-être pas, peut-être tout ce qui s'est passé. Est-ce que, ou alors est-ce que c'est Lily Im qui se demande Lily en se disant c'est mon ancien nom, et avec après 800 ans être immortel l'aurait oublié. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais mon Dieu, ce que ça me fait frissonner, mon Dieu que je suis dégoûté qu'il y ait une pause. Mais Oda, je suis jamais triste qu'ils prennent des pauses parce qu'il faut qu'ils prennent soin de lui. Mais bordel, le chapitre 1085, ça va être excellent. Enfin bref, vous l'avez compris, un chapitre que j'ai absolument adoré. D'ailleurs, je me demande, juste pour finir, si la page où on voit tout simplement mince. Bon, je me souviens plus, tant pis. Je me demande en fait si la page, voilà, pardon. Vous vous souvenez, je vous ai dit, Im surveille les 5 doyens. C'est en fait à ce moment-là, on n'est pas déjà en fait, on dirait que Im est en fait en train d'être là avec ses papillons. Et en fait, elle était déjà pas en mouvement pour aller jusqu'à la salle et jusqu'au trône. En tout cas les amis, chapitre phénoménal, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu pour le référencement, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous êtes d'accord ou pas, si mes théories, non, mes hypothèses, mes idées de ce que peut être, qui peut être possiblement Im ou ce qui a pu se passer vous intéresse. Ce qui est sûr, juste si pour finir, 19 épées ont été posées directement devant le trône par les 20 familles fondatrices. Souvenez-vous, pour faire un parallèle, sur une image de Im, il y avait une épée dans la chambre légendaire. Dans l'image dans la chambre de Im, dans ce chapitre, l'épée n'est plus là. Ah, voilà, je dis ça comme ça. Est-ce que ça serait l'épée qu'aurait dû planter devant le trône Lily? On sait pas. En tout cas les amis, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, dans les commentaires donnez-vous mon avis, et puis vous pouvez vous abonner en cliquant ici, regardez la dernière critique en cliquant là, et j'ai très hâte de vous retrouver dans le chapitre 1085. Des bisous tout le monde et passez une bonne après-midi. Salut tout le monde, ciao ciao.